Bonjour Gauthier, Bonjour Jeanne, et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. avec plaisir. Donc, si tu es venu sur ma chaîne aujourd'hui, c'est pour nous parler de violoncelle baroque. Alors, peut-être déjà, on reprend un petit peu du début, ton parcours, comment tu as découvert le violoncelle, comment tu as commencé la musique. Je viens d'une famille de musiciens, ma mère est pianiste et mon père violoncelliste. Donc voilà, j'ai fait du piano et du violoncelle. J'ai tout de suite voulu être violoncelliste, même avant de commencer en réalité. J'entendais mon père travailler, j'écoutais beaucoup de musique petit et j'ai tout de suite voulu faire ça. J'étais pas forcément précisément destiné à devenir violoncelliste baroque, entre guillemets. Oui, parce que quand on était collègues, camarades ensemble dans la classe de Philippe Muller, Ouais. tu jouais pas du tout de violoncelle baroque. Non. Et moi non plus d'ailleurs. Ouais, on n'avait pas encore découvert. Donc, avec qui tu as travaillé au début? Avec qui tu as commencé le violoncelle? Donc j'ai commencé avec mon père Ok. pendant de mes 7 ans à mes 14 ans. Ça a été mon unique professeur jusqu'à, tu le mentionnais, ma rencontre avec Philippe Muller. Enfin, j'ai commencé par prendre des cours particuliers avec Philippe Muller, puis je suis rentré dans sa classe au conservatoire. Mon père, par exemple, il aime toujours, si on prend un exemple simple, des suites de Bach, il aimait bien comparer les manuscrits, il avait ce fonctionnement-là. Il avait plusieurs traités qu'il aimait bien lire et dire « Ah, t'as vu, Corrette, il dit ça, machin truc. » Ah oui, quand même. Ouais, déjà, quand même. Ah ouais. Mais il faisait pas de violoncelle baroque et d'instruments d'époque. D'accord. Je me souviens aussi que la première fois que j'ai travaillé le premier prélude de la première suite de Bach, il m'avait fait écouter plusieurs versions très différentes les unes des autres et avec aux extrêmes, entre guillemets, Rostropovitch et Anna Bilsma. Et il ne m'avait pas fait choisir, enfin il m'avait fait écouter les deux. Il avait beaucoup de disques de Bilsma, donc enfin il avait une sensibilité à un certain son, une certaine sensibilité, mais lui ne pratiquait pas en tout cas l'instrument d'époque. Donc ça c'est peut-être déjà une première chose qui, sans que je le sache, m'a aiguillé plus tard. Mais à part ça, en fait, on n'écoutait pas beaucoup de musique baroque à part du Bach à la maison. D'accord. On écoutait plutôt de la musique romantique. Moi j'étais quand même biberonné, on va dire, avec les trios de Schubert, les quatuors de Mendelssohn, les quatuors de Beethoven, tout ça. C'est ça que j'ai écouté petit, beaucoup plus que la musique pré-Bach, quoi. Je me souviens, une expérience qui m'a marqué, j'ai fait un stage d'orchestre pendant 5 années consécutives, de mes 11 ans à mes... Du coup, on compte 16, c'est ça? C'était un stage à l'ENM d'Evry, un stage de direction d'orchestre où moi j'étais dans l'orchestre, enfin on a joué du répertoire que j'étais incapable de jouer, mais au niveau que j'avais, mais on donnait tout pour y arriver, quoi. Genre quatrième de Tchaïkovski. Et dans les chefs de pupitre, enfin déjà le chef de cette classe c'était Nicolas Brochot, donc un flûtiste qui était très intéressé par une approche, on va dire, historiquement informée. Et dans les chefs de pupitre, il y avait beaucoup de gens qui jouaient au siècle, à la chambre philharmonique de Krivine, donc plein de gens qui jouaient sur instruments d'époque. Et moi, c'est la première fois que j'entendais dire dans une symphonie de Brahms de modérer, voire supprimer le vibrato dans une symphonie de Brahms. Et moi, finalement, par rapport à ce que j'apprenais, où j'entendais Rostropovitch qui jouait la sonate de Brahms en mi mineur, ou quintette, toute la musique de chambre de Brahms, que j'entendais le trio, le Beaux-Arts trio, tout ça. C'est ça que j'entendais à la maison. Et qu'on me dise ça, ça ne correspondait pas du tout à ce que j'avais l'habitude d'entendre et ce qui était considéré comme normal, on va dire. Donc ça faisait déjà des interrogations. Et après, donc, quand j'étais dans la classe de Philippe, au conservatoire, j'ai énormément appris avec lui. Il m'a permis de me développer d'une manière très saine, que ce soit sur le plan musical et technique. Enfin, tu le connais, et tu vois l'aspect très logique dans la construction qu'il peut apporter. Et avec aussi, il a une très belle sonorité, un très beau style. Et lui aussi, c'est un violoncelliste qui
prête beaucoup d'attention au manuscrit Exactement. sans jouer baroque. Ça lui arrive de toucher les cordes en boyau, mais c'est vrai que on ne peut pas dire que ce soit un violoncelliste baroque. À la fin de mes 5 années, voire 6 années avec lui, je commençais à chercher quelque chose d'autre. Et je me souviens que, par exemple, encore sur Brahms, on avait fait, je pense, j'ai travaillé les 2 sonates avec lui, mais une fois je lui demandais, mais là vous pensez que, oui, dans la première sonate en mi mineur, qu'est-ce qu'il faut trouver comme son? Et il m'avait dit, pour moi, et ce qui faisait tout son enseignement et la qualité de son enseignement, mais il m'avait dit, du moment que c'est convaincant, moi ça me va, un truc comme ça. Et finalement, c'est un moment où je cherchais plus. Ensuite, il a été remplacé par Raphaël Pidou, donc j'étais dans la classe de Raphaël. Et Raphaël, il avait des idées de comment jouer chaque compositeur, pas du tout arrêtées, mais beaucoup plus précises. Et ça me donnait aussi cette conscience qu'il n'y avait pas de vérité définitive. Mais en tout cas, il y avait des choses qui demandaient stylistiquement, on va dire, qui étaient très précises. Et je pense que ça m'a beaucoup transformé. La première audition qu'il a faite, où il a fait jouer toute sa classe, donc de violoncelle moderne au Conservatoire de Paris. On a tous joué des airs de cantate de Bach sur violoncelle cordé en boyau. Et certains d'entre nous, dont moi, le violoncelle piccolo, donc on n'a pas joué des suites, on a joué des airs de cantate et c'était une découverte pour beaucoup d'entre nous. Et moi, c'était la première fois que je jouais réellement les cordes en boyau. Pour moi, c'était vraiment une révélation dans le sens où j'avais pas peur de la prise de son. Et même quand ça sifflait ou qu'il y avait des accidents de son, je trouvais ça beau. Donc il y avait un truc très libérateur finalement. Et j'ai fait beaucoup de progrès simplement grâce à l'enseignement de Raphaël, mais aussi simplement grâce à l'approche de la corde qui a beaucoup assoupli mon geste à l'époque, je me souviens. Notamment dans la prise de son des cordes graves, attendre que la corde sonne au lieu de la brusquer comme je pouvais faire auparavant. C'est intéressant dans ce que tu dis parce qu'on a l'impression que d'un côté il y a l'attrait de la corde en boyau d'un point de vue purement violoncelle, la sensation qui t'a plu, et d'un autre côté ça rejoint tes sortes de prises de conscience que tu avais déjà eues, que ça te donnait les moyens d'aller chercher d'autres sons et d'être du coup plus proche de ce que voulait chaque compositeur. Si finalement, c'est pas juste que tu veux faire du baroque, que tu as voulu faire du baroque, c'est que ça te permet de tout jouer. Oui, finalement, c'est vrai que les premières choses que j'ai jouées quand j'ai eu un deuxième violoncelle monté en corde en boyau, c'est ce que je travaillais pour Raphaël, pour la classe, et c'était le concerto de Schumann et les suites de Bach aussi, mais finalement, il y avait un appétit pour un grand appétit pour le répertoire romantique sur les cordes en boyau, dans un premier temps. Et tu parlais du son de chaque compositeur. Alors évidemment, on ne peut pas le connaître, on ne le connaîtra jamais. Mais c'est vrai que je me souviens de Raphaël qui aussi disait, il nous encourageait à faire des gammes avec un son qui correspondait à Schubert ou un son Brahms, un son Beethoven. Je me souviens de ça. Et évidemment, c'est un peu spéculatif ou imaginaire, presque poétique finalement. C'est pas quelque chose de si concret, mais c'était très enrichissant pour la culture du son, le goût pour le son et les différentes sonorités qu'on peut avoir. Et finalement, il nous demandait ça déjà sur le violoncelle métal. Mais le boyau, les cordes en boyau permettent énormément de couleurs, de textures sonores, d'une manière très directe, sans artifice. Par exemple, si on parle d'une manière technique pour la production du son, sur des cordes en métal, on va pouvoir avoir un contact avec la corde, une distance au chevalet qui va pouvoir varier un peu. Et même si on cherche des choses un peu spéciales du point de vue du son, ça peut être bien parfois de faire des choses un peu pas orthodoxes par rapport à notre point de contact.
C'est-à-dire que si on prend une technique parfaitement pure, le point de contact doit rester exactement le même du talon à la pointe. Et avec les cordes en métal, on peut s'en écarter, mais avec les boyaux, finalement, quand on s'en écarte très, très vite, la production du son perd toute sa qualité, quoi. Donc la richesse du son, et la poésie du son, entre guillemets, se fait pas par une altération de ce principe de base. Donc il y a un truc qui est beaucoup moins extrême dans les gestes, qui peut se centrer finalement par rapport à la corde en métal. Enfin moi, c'est quelque chose que j'ai senti. Je pense que parfois on a l'idée que la corde en métal est plus puissante et la corde en boyau moins puissante parce qu'il y a souvent un culte de la puissance sonore dans nos goûts sonores actuels et dans notre société actuelle. Enfin, finalement, il y a énormément de bruit aujourd'hui, donc pour passer, faut parler, chanter, crier, jouer fort. Mais enfin, peut-être que c'est de la mauvaise foi de ma part, mais moi, je n'arrive pas à penser les choses comme ça. Je ne considère pas que la corde en boyau est tellement moins puissante. Je pense que, et d'ailleurs, je pense que c'est une notion, la puissance, qui n'est pas forcément toujours la plus propice à la musique, à la musicalité. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est la richesse du son, la générosité du son, la grandeur du son, mais pas la grosseur du son, pas la... Enfin, j'aime les sons qui sont puissants, qui remplissent, qui sont très timbrés, mais c'est plutôt en termes de richesse que de puissance. Et la corde en boyau, pour moi, apporte beaucoup plus de richesse que la corde en métal. Bon, après, selon les instruments, hein, et quand il y a un instrument d'une qualité exceptionnelle, évidemment, avec des cordes en métal, ce sera très très bien. On est d'accord. Donc il y a eu cette première audition de Raphaël où on a tous joué du Bach, on a tous expérimenté cette musique sur l'instrument original, entre guillemets. Moi, ce qui m'a plu, je te disais tout à l'heure, c'est le fait que les accidents de son, je les aimais aussi. Je sais que quand je travaillais les suites de Bach avant, j'appréhendais le sifflement de la corde La, et plus ça siffle. Enfin, plus je voulais empêcher le sifflement, plus ça sifflait. Et finalement, avec la corde en boyau, j'ai plus de problème de sifflement. Curieusement, parce que on se dit que ça siffle plus. Surtout, bon, peut-être encore plus au violon. La chanterelle du violon peut être assez capricieuse avec les cordes en boyau. Mais pour ce qui est du violoncelle, ça a été une libération. En fait, moi qui avais beaucoup écouté du Bach jeune, plus petit, on va dire, parce que j'étais encore très jeune. Mais j'ai commencé à en écouter beaucoup plus, et notamment les cantates, que je connaissais très peu avant. J'ai énormément écouté tous les disques de Herweg à l'époque et les disques aussi les cantates avec violoncelle piccolo de Christophe, ce qui m'a donné envie de travailler avec lui en fait. Et en fait, écouter du Bach, c'est une nourriture pour l'esprit. Et enfin voilà, tous les musiciens, ou quasiment tous, seront d'accord, je pense. En tout cas, ça m'a donné envie de comprendre un peu mieux des choses de sa musique. Pour moi, mon approche personnelle avec le violoncelle moderne, c'était une impasse. Je n'arrivais pas à me sentir à l'aise en jouant les suites de Bach. Parce que finalement aussi, se taper la tête contre les murs à jouer les suites et les suites et les suites de Bach sans jouer d'autres choses du compositeur, on commence à focaliser et à se manquer d'ouverture finalement. J'avais en fait envie de comprendre mieux, d'enrichir mon approche de sa musique, de la musique de Bach, donc bien sûr en tant que violoncelliste pour les suites, mais pas que. Et le fait d'écouter toutes ces cantates, j'avais envie, moi je rêvais que de jouer des cantates tous les dimanches, voire tous les jours, quoi. Bach est un tel compositeur et un contrapuntiste que toutes les voix sont tellement riches. Finalement, jouer une partie de basse, mais de jouer une partie d'alto, de violon, de taille, de ce qu'on veut dans la musique de Bach, ce sera toujours tellement riche. Et même, en fait, finalement, jouer pas mal de basses de Bach, c'est aussi plaisant que les suites, en fait. Donc voilà, j'avais envie de découvrir, je découvrais toutes ces cantates de Bach et pour comprendre mieux ce compositeur
tellement important, je voulais aussi connaître ce qu'il y avait avant lui, parce que finalement, je ne connaissais pas du tout ce qu'il y avait avant lui dans mon éducation. Bach, on le voit comme le premier compositeur, un compositeur fondateur, mais en fait, c'est surtout un compositeur qui a réalisé la synthèse des musiques qui l'ont précédé, de Buxtehude, de son oncle Johann Christoph Bach, d'une part. Cette influence, elle est très présente quand on entend les premières cantates. Aussi, très grand admirateur de la musique française, notamment Couperin. Et on retrouve dans son langage aussi une élégance des lignes, la subtilité des ornements typiquement françaises. C'était aussi un admirateur de Vivaldi et des musiques italiennes. Du coup, il a apporté la forme du concerto. C'est les goûts réunis finalement. C'est un terme qu'on utilise pour la musique française. C'est connoté comme expression, mais en fait Bach, il a vraiment réuni plein de musiques. Il n'a rien inventé en fait. Il a synthétisé ce qui a inventé quelque chose. Mais comme beaucoup de compositeurs, finalement, ils inventent parce qu'ils synthétisent. C'est souvent ça dans l'histoire de la musique. Donc au-delà de l'instrument d'époque et les cordes en boyau, mais découvrir la musique ancienne. Dans le milieu moderne, la partition est parfois sacro-sainte et parfois trop. J'ai une amie violoncelliste qui avait travaillé avec Anna Bijlsma. Elle avait ouvert sa partition, il y avait écrit Trio de Schubert, Urtext, et il avait pris son stylo, son marqueur, il a mis Urtext, point d'interrogation. Comme si pour lui, l'Urtext ne voulait rien dire finalement. Et ce côté sacro-saint de la partition, parfois il prend le pas sur un intérêt pour le contexte. Et la partition ne contient pas toutes les informations, par exemple sur la liberté que pouvaient avoir les musiciens. Même si on prend la musique de Beethoven, où Beethoven est un compositeur extrêmement précis dans son écriture, des nuances. Mais quand il jouait sa musique, lui qui était un si grand improvisateur, s'il jouait un concerto pour piano, il allait improviser. D'ailleurs, pour le 4e concerto, il y a une autre version qui existe, où il y a énormément de ce qu'on appellerait ornements, si on prend un vocabulaire connoté baroque. Mais cette pratique de l'ornementation a perduré au 19e siècle. Et voir la musique de Beethoven à la virgule près, c'est très juste pour plein de choses, mais ça peut enlever une part de souplesse qui existe aussi complètement dans cette musique. D'ailleurs, Beethoven est un compositeur très clivant. Je sens ça comme un compositeur qui marque une limite dans le goût des musiciens. Et parfois, j'ai l'impression qu'il est joué d'une manière... on a un peu la vision du tableau, presque une image d'Épinal de Beethoven qui fronce ses sourcils. Le génie en rébellion, c'est vrai. Ça fait pas de doute, mais le côté tout le temps austère, parfois je trouve qu'on peut trouver plus de souplesse et de liberté, et que d'ailleurs notamment le fait d'être inspiré par les sons des instruments de son époque et des pianos forte, des pianos de l'époque, et des cordes et des vents de l'époque, peut apporter quelque chose que l'instrument moderne ne va pas forcément nous encourager à faire. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que jouer du Beethoven sur un piano moderne, on va pas du tout avoir les mêmes sensations que sur un piano forte. Et donc du coup, les choix musicaux, ils vont être complètement différents. Voilà. Après, ça peut être évidemment sublime sur un piano moderne, ça fait pas de doute. Mais l'instrument ancien va proposer autre chose. Absolument. Qui va emmener autre part. Et d'ailleurs, toutes ces choses-là qu'on découvre sur l'instrument d'époque sont très souvent... si on l'a le fait de l'expérimenter, ça nous donne le concept ou l'idée en tout cas, et on peut le reproduire, en tout cas essayer de le reproduire sur l'instrument moderne. Mais il y a un truc très direct de l'instrument. À chaque fois qu'on joue l'instrument qui correspond à la période, il y a quelque chose de très naturel qui se passe. Et finalement, c'est même pas une démarche intellectuelle, c'est une démarche sensible qui nous donne en tout cas l'impression, le sentiment de toucher quelque chose qui correspond à la musique qu'on joue.
Et quand tu parles de contexte, du coup, bon, il y a avoir le bon instrument pour jouer la musique, mais également, j'imagine que du coup, tu t'intéresses pas seulement à la partition, mais à ce qui se passe dans le pays du compositeur. Est-ce qu'il y a eu des écrits, tout Alors, le contexte il y a ça, autour. carrément, il y a ça, le contexte historique, mais en fait, j'ai envie de dire encore plus peut-être tous les autres compositeurs qu'on ne joue pas des autres pays. Par exemple, si on parle de Beethoven, là, tous les compositeurs qui lui sont contemporains, soit qu'il a côtoyé, soit qu'il n'a pas côtoyé. La musique de Beethoven est d'une perfection absolument incroyable, mais si on ne connaît que sa musique à lui, on n'a pas le contexte de ce que les gens entendaient à part lui. Donc, par exemple, on peut s'intéresser à la musique de Wölfel, qui était d'ailleurs son ami, un rival, un grand pianiste virtuose et improvisateur comme lui, qui venait de Salzbourg, qui a été élève de Mozart. Ils étaient rivaux, ils faisaient des joutes d'improvisation à Vienne, et il a écrit des œuvres très belles. En France, il y a Saint-Jadin, qui est un immense génie du piano et qui a écrit des trios à cordes, des quatuors à cordes sublimes, qui est d'ailleurs mort à 24 ans, en 1800. Peut-être s'il a vécu plus longtemps, le romantisme français serait autre chose, enfin, potentiellement. Georges Ancelot, enfin, il y a plein de compositeurs de l'époque de la même période que Beethoven qu'on ne connaît pas. Et le fait de les jouer, où on va peut-être se sentir moins intimidé aussi que par Beethoven, on va s'autoriser des choses plus souples, éventuellement des rubato qu'on n'a pas tendance à s'accorder chez Beethoven parfois, malheureusement. Ouais, expérimenter avec le style et ce qui va nous apporter des choses pour Beethoven. C'est vrai que si on sacralise énormément les pièces parce qu'elles sont au-dessus, elles ont évincé tout le reste. On est bloqué, quoi. Ouais. Et puis surtout, plus le temps passe, plus les siècles passent, plus il ne reste plus beaucoup finalement de figures. Et on a l'impression évidemment qu'il est tout seul, alors que tout le contexte des compositeurs qui l'ont entouré, même s'ils ne sont pas du tout connus, ça nourrit beaucoup. Et comme connaître les compositeurs avant Bach ou les cantates de Bach, enfin aussi la globalité du répertoire d'un compositeur. Oui, mais alors c'est vrai que du coup, à t'entendre, on a l'impression qu'il faut un violoncelle par tranche d'une cinquantaine d'années ou par compositeur. Comment on fait concrètement pour... toi, tu as combien d'instruments chez toi? J'ai 4, 5 instruments. Donc j'ai 2 violoncelles. Un violoncelle que je joue pour tout le 18e, on va dire. Et un violoncelle que je joue pour le 19e. Les deux sont montés en cordon boyau parce que finalement j'ai choisi de jouer à peu près exclusivement les cordes en boyau, quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas touché les cordes en métal. Si l'occasion se présentait, pourquoi pas, mais si j'avais une pièce contemporaine à jouer, peut-être que je le ferais, évidemment. Finalement, j'avais besoin de trouver une cohérence parce que quand j'ai commencé la musique ancienne, je découvrais une œuvre, un compositeur, un genre, un style, une règle, je ne sais quoi, par jour, quoi. Enfin, c'était très euphorisant parce qu'il y avait des découvertes permanentes. Et c'est très vaste, quoi, comme domaine. Donc, pour trouver une cohérence là-dedans et pas avoir l'impression d'être un touche-à-tout qui s'éparpille, j'avais besoin de trouver une unité et c'était de tout faire avec cette démarche de l'instrument d'époque. Et donc voilà pourquoi finalement je joue à peu près exclusivement les cordes en boyau et les instruments d'époque aujourd'hui. Donc 2 violoncelles, 18e, 19e. Et pour jouer ce qui précède? J'ai une basse de violon. Ah ok, donc tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors la basse de violon, c'est tout simplement l'instrument qui précédait le violoncelle dans la famille des violons. La basse de la famille des violons. Le violoncelle n'est finalement qu'une petite basse de violon. Il y a beaucoup de violoncelles qui datent du XVIIe, tous les instruments de Amati par exemple, sont des basses recoupées. C'est-à-dire, elles ont été raccourcies? Oui, raccourcies et étroitées, comme on dit, ah bon et resserrées. on a coupé des bouts de la table
pour qu'elle soit plus petite et jouable en tant que violoncelle. La basse de violon est accordée un ton plus grave que le violoncelle. Donc le violoncelle do sol ré la, la basse de violon si bémol fa do sol. Et je dis do sol ré la mais pour le violoncelle, mais do sol ré la mi quand il y a 5 cordes. Ce qu'on appelle en général le violoncelle piccolo, mais qui est un terme un tout petit peu. C'est le terme qu'on a choisi a posteriori d'utiliser, le terme piccolo. Parce que je crois que Bach indique violoncello piccolo sur la sixième suite en montrant l'accord à 5 cordes, do sol ré la mi, c'est écrit sur le manuscrit d'Anna Magdalena très clairement. Mais il y a plein de musiques qui peuvent se jouer à 5 cordes où ça fait complètement sens à des musiques des pièces du début du 18e ou fin 17e déjà, où la technique vraiment développée du pouce comme chez Boccherini ou Duport, n'existe pas vraiment telle qu'elle, et où la tessiture monte déjà beaucoup. Donc parfois ça peut fonctionner à 4 cordes, mais parfois ça fait quand même vraiment sens de jouer à 5 cordes. Et d'ailleurs, Léopold Mozart, le père de Wolfgang, dans son traité qui est très important pour tous les musiciens, il décrit les instruments de son temps en 1756. Et il parle du violoncelle, et il dit que le violoncelle est aujourd'hui à 4 cordes, mais qu'il était précédemment indifféremment à 4 ou 5 cordes. Okay. Il le dit. Et idem pour la basse de violon qui était à 4 ou 5 cordes. Donc soit si bémol fa do sol, soit si fa do sol ré. Ah, ça existe aujourd'hui les basses de violon à 5 cordes? Oui, moi je joue une basse à 5 cordes. Ah ouais. Qui est une copie finalement, je crois, du seul instrument qui reste, qui n'est pas recoupé, un instrument qui date de 1700, donc début 18e, mais en fait, plutôt, c'est un instrument qui a vraiment une facture 17e, en fait. C'est d'un luthier belge, Gaspard Borbon. L'original est conservé au Musée des Instruments de Bruxelles, un musée très intéressant pour quand on s'intéresse aux instruments anciens. Donc la basse de violon, c'est la base de la famille des violons, qui finalement, aujourd'hui, la famille des violons, je mets de côté la contrebasse parce que finalement c'est un hybride entre la famille des viols et la famille des violons, mais la famille des violons aujourd'hui, c'est le quatuor à cordes finalement avec violon et 2 violons, alto, violoncelle. Et dans la famille de la bande de violon, donc il faut dire qu'au 18e et au 19e, le contrepoint dans le quatuor à cordes, c'est un contrepoint à 4 parties. Mais dans la musique de la fin, des polyphonies de la Renaissance et du début de l'ère baroque, il y a beaucoup de musique à 5 parties. Il y a beaucoup de consortes de viols ou de flûtes à bec qui sont à 5 parties, comme tu sais, et pareil pour la bande de violon. Et la corde la plus aiguë de la basse de violon, si on exclut l'éventuelle 5e corde, correspond à la corde la plus grave du violon. Enfin, le sol grave du violon est à l'unisson avec le sol aigu de la basse de violon. Et on peut jouer notamment toute la musique, beaucoup de musique française du 17e et de la fin du 17e. Mais en fait, je pense beaucoup de musique de bande de violon d'avant aussi, bien sûr. Pas trop de répertoire soliste pour la basse de violon. On peut s'amuser à jouer des choses du répertoire de basse, s'intéresser à la diminution et à des Richard Carr, des canzone et tout ça. Mais il n'y a pas vraiment de répertoire à proprement parler dédié à la basse de violon. Ouais. Et puis du coup, la tradition est moins ininterrompue aussi, parce que c'est comment tu fais pour avoir des informations sur la tenue, même la tenue de l'archet. Ça se voit pas sur la partition quand la tradition a été interrompue. Donc, ouais, mais d'ailleurs, en fait, la tradition est interrompue, mais on voit des restes quand même au début du XVIIIe. Enfin, par exemple, à Versailles, à l'Opéra de Versailles,
Ouais, l'opéra royal, c'est ça. Les basses de violon et les violoncelles ont cohabité dans l'orchestre tout le début du XVIIIe jusqu'aux années 30. Donc dans Rameau, par exemple, dans la musique de Rameau, il y avait encore les deux instruments qui pouvaient jouer ensemble côte à côte dans l'orchestre. Il me semble que il y avait beaucoup de violoncellistes, comme par exemple Jean-Baptiste Barrière, qui avait un poste de basse de violon. Donc les violoncellistes jouaient de la basse de violon. Et d'ailleurs, de la même manière que Léopold Mozart décrit dans son traité tous les instruments, Quantz, le grand flûtiste, le fait aussi, et il y a un chapitre dédié au violoncelle. Et il dit qu'il faut avoir deux instruments, l'un pour le solo, un petit instrument avec un son fin et délicat, on va dire, et un instrument plus robuste pour jouer la basse. Donc il ne parle pas de basse de violon là, mais il parle de deux instruments différents avec des sonorités différentes. Et aussi deux archets différents. Un archet plus robuste pour jouer la basse, un archet plus fin pour jouer le dessus ou les solos, comme il dit. Donc au début, quand il y a les deux instruments qui cohabitent, c'est très naturel finalement de... Et tu mentionnais un quatrième instrument tout à l'heure? Une viole de gambe. Ok. C'est un instrument que j'adore. Il donne accès à un répertoire qu'on ne peut pas jouer au violoncelle. En tout cas, si on parle de musique française, au violoncelle, il y a quelques exemples, mais déjà beaucoup plus tardif. On n'a rien à la fin du XVIIe pour le violoncelle. Ça commence aux années 30, quoi, avec Barrière. Et c'est déjà les goûts réunis, finalement. Donc, Alors quand tu parles de goûts réunis, est-ce que c'est un terme qui est assez spécifique aussi? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le goût réuni, ce serait ce moment où il y a un genre d'opposition culturelle entre le goût français et le goût italien, entre plusieurs nations d'Europe, et qu'au début du XVIIIe, il y a une affirmation de chaque goût qui s'oppose. Pour nos instruments, la viole et le violoncelle, il y a quelque chose qui se joue aussi, où la viole est l'instrument du goût français et le violoncelle du goût italien. Mais en réalité, malgré ces oppositions, les compositeurs passent leur temps à se nourrir les uns des autres, au-delà des frontières. Et c'est ça, les goûts réunis, finalement. Et c'est un terme français, mais par exemple, il y a une œuvre sublime et très importante de Couperin, Les Nations, où il y a quatre nations représentées, et il réunit les goûts. Même Charpentier, bien avant lui, il est allé en Italie. Enfin, c'est pour ça que finalement, voir une opposition caricaturale et qu'à un moment les goûts se réuniraient, je pense que c'est abusif. Il n'y a pas un truc comme quoi l'Allemagne représente les goûts réunis aussi, parce que finalement c'est grâce à Bach. Oui, avec Bach, oui, sans doute, très les certainement. suites à la française et les partitas à l'italienne. C'est sûr. Oui, Bach, c'est sûr qu'il a réuni les choses, il a synthétisé. Donc, mais après, je ne sais pas dans quelle mesure ça a une influence sur la mode à son époque, parce qu'il n'était pas forcément apprécié à travers l'Europe, on va dire. Il n'était pas forcément apprécié partout les décennies suivant sa mort. Quand on lit le voyage de Charles Burney, là, donc un musicologue anglais, ami de Handel, qui a traversé l'Europe et qui a offert un témoignage de toutes ces rencontres avec, entre autres, Carl Philipp Emanuel Bach. Donc c'est un livre passionnant. On est plus ou moins d'accord avec ce qu'il dit, parfois je ne partage pas ses goûts, mais c'est un livre très, très important à lire. Pour tout ce dont tu parlais, avec le contexte autour, c'est très important, c'est très important de savoir ce qui se passait. Et il dit que finalement Bach, c'est de la vieille musique démodée et peu moderne. Enfin, c'est pas moderne parce que c'est trop attaché au contrepoint, c'est archaïque. Et la musique plaisante, c'est la musique... il faut de la musique galante finalement, séduisante, plaisante, des harmonies pas trop complexes, une base vraiment au service du dessus qui laisse le dessus s'exprimer d'une manière... ce qu'on peut percevoir parfois comme un appauvrissement par rapport à la musique de Bach. Donc toute cette musique galante qui a commencé à exister avant la mort de Bach, mais qui a duré pendant longtemps et qu'on confond parfois un peu dans nos imaginaires sonores avec le classicisme, mais qui amène à la musique de Mozart ou Haydn en passant par plein de compositeurs. Enfin, cette musique galante, c'est le
le chemin logique entre la musique d'un Vivaldi ou d'un Handel en passant par plein de compositeurs comme je sais pas, Tommasini ou Galuppi, des gens comme ça. Et cette musique galante, elle a un équivalent en opposition clair-obscur, on va dire, qui est le l'Empfinsamkeit, je le dis très mal, mais la musique du sentiment, qui est la musique de Carl Philipp Emanuel le fils de Jean-Sébastien, qui parfois est écrit dans un style galant et parfois dans un style de ce style du sentiment. En tout cas, c'est moi ma manière de percevoir ces écoles et qui a pour moi d'une manière évidente un réel pendant avec le Sturm und Drang des années 1770 et qui est un style littéraire mais qui correspond d'une manière très précise à certaines œuvres de Mozart et Haydn, à des symphonies, des quatuors à cordes de Haydn. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que voilà, tu attires notre attention vers des éléments contextuels et la partition, la source, mais ça vaut pas que si tu veux faire du violoncelle baroque avec des cordes en boyau, ça vaut pour tous les musiciens en fait. Ouais. Bah, du coup, comment ça se passe pour toi aujourd'hui? Comment ça nourrit concrètement ta pratique quand tu dois jouer en orchestre ou en soliste? Peut-être déjà dans le quotidien de musicien et de violoncelliste en particulier, il y a quelque chose qui a changé avec la musique ancienne dans le sens où finalement on fait plus d'instruments différents. Donc avant il pouvait y avoir quelque chose d'un peu obsessionnel on va dire, avec le travail journalier de l'instrument, des gammes, des études, de tout ce qu'on veut, de la technique, avec toujours l'ambition, le désir de jouer le plus précisément, entre guillemets, parfaitement possible. Mais en tout cas, le fait de jouer un jour tel répertoire sur tel violoncelle et d'avoir énormément de choses à découvrir pour s'approprier ce répertoire, et un autre jour, un répertoire de 50 ans plus tard où c'est encore tout un autre monde, jouer de la viole de gambe le jour d'après. Ce qui est génial, c'est qu'on ne s'ennuie jamais dans son travail, c'est jamais rébarbatif, mais parfois on peut aussi se sentir perdu dans l'immensité des possibles. Et c'est pas du tout la même structure de travail disciplinaire, parce que c'est pas possible, parce que si on veut faire tout ce qu'on veut, tous les jours, il n'y a pas assez d'heures dans la journée finalement. Et donc ça change le rapport au travail, parce que on sait que si on fait quelque chose, si un jour on ne joue pas de violoncelle parce qu'on va choisir de jouer un autre instrument, et ben ce sera enrichissant et on va pas. Moi avant j'avais la croyance que ne pas travailler pendant un jour allait me faire régresser. Enfin c'est un truc un peu névrosé dans le rapport au travail, j'en suis conscient, mais je pense que je suis pas le seul. D'ailleurs autre chose qui m'a poussé, un autre argument qui m'a donné envie de faire la musique ancienne, c'était cette peur de la routine. Moi, j'aimais pas trop la routine. Cette peur de la routine dans la vie et de se sentir enfermé dans une case un peu. C'est qu'on nous encourageait au conservatoire à se décider sur ce qu'on voulait faire, même avant de rentrer au conservatoire. Est-ce qu'on va vouloir faire de l'orchestre? Est-ce qu'on va vouloir faire de la musique de chambre? Est-ce qu'on va vouloir être soliste? Ou est-ce qu'on va vouloir enseigner? Et avec insidieusement une hiérarchie entre toutes ces... Moi, je l'ai perçu comme ça, je pense que je suis pas le seul en vrai. Et en musique ancienne, ces classifications sont un peu... n'existent pas dans la mentalité en vrai. On fait tellement de choses différentes tout le temps. Parfois, on fait souvent de l'orchestre, on fait souvent de la musique de chambre, on fait souvent des chansons en solo. C'est souvent quand même avec les instruments adaptés au solo, donc adaptés à un contexte plus intime. On n'est pas dans le concerto héroïque du 19e où les occasions de s'y frotter sont plus rares. Finalement, on est dans quelque chose de beaucoup plus accessible. Et c'est toujours différent. Et c'est super, en fait, parce que la curiosité est nourrie en permanence. Il y a toujours des nouvelles choses qu'on découvre, des nouvelles œuvres, des nouvelles manières de faire, de fonctionner, des nouveaux répertoires. Et pour donner une idée de l'étendue, on peut faire le continuo dans un opéra, on peut jouer des symphonies de tellement de périodes différentes,
On peut faire de la musique du 19e avec pianoforte, on peut jouer avec clavecin, on peut jouer de la musique italienne du 17e, on peut jouer des symphonies de Bruckner, enfin je veux dire, on peut faire tout ça quoi, quand on fait de la musique ancienne. Encore une fois, la classification baroque ne correspond pas. Et c'est sans fin, enfin c'est sans fin ce travail-là. Merci à toi Gauthier pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, c'était vraiment super intéressant. Quant à vous, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous cette vidéo parce que Gauthier ou moi serons ravis de vous répondre. Ciao à tous!